fouillant dans les archives, je me suis rendu compte que la France avait un rôle important dans l'histoire politique iranienne. Saviez-vous que l'ayatollah Khomeini a lancé la révolution islamique depuis une petite commune des Yvelines? Il est même arrivé à Téhéran à bord d'un avion Air France. Plus je me plonge dans ces archives et plus je me rends compte que la boucle se répète et que la guerre actuelle n'est qu'un nouveau cycle d'une histoire que nous n'avons pas apprise et dont nous nous apprêtons peut-être à reproduire les erreurs. Rouhollah Khomeini est un guide religieux chiite. Farouchement opposé à la dictature du Shah, en 1964, il a été contraint à l'exil. C'est en 1978 qu'il débarque à l'aéroport d'Orly avec un simple visa touristique. Il s'installe à Neufle-le-Château, dans les Yvelines, où sa maison devient rapidement un point de ralliement pour la diaspora iranienne en exil. Très vite, ce religieux va attirer l'attention des médias occidentaux. Assis dans le jardin, souvent sous les pommiers, il apparaît comme un vieux sage, calme, austère. Il critique la dictature du Shah, parle de défense des opprimés et il assure qu'il ne faut pas menacer les intérêts pétroliers occidentaux. Pour beaucoup d'observateurs européens, cette image est rassurante. Certains le comparent même à Gandhi. Mais en parallèle, Khomeini diffuse un message bien plus radical. Depuis la France, il enregistre des sermons sur des cassettes audio qui sont copiés et envoyés clandestinement en Iran. À une époque où Internet n'existe pas, ces enregistrements circulent massivement de main en main et font entendre sa voix dans tout le pays, alors que les grèves et la répression font encore monter la tension. Pour beaucoup d'Iraniens à l'époque, le Shah devient le symbole d'un régime décadent, manipulé par les États-Unis, Israël et les puissances occidentales. Peu à peu, tous les opposants, qu'ils soient communistes, nationalistes ou religieux, se rejoignent autour d'une même revendication. Le retour de Khomeini, devenu la figure la plus populaire de la contestation. Et en France, une question se pose. Pourquoi est-ce qu'on accueille cet opposant alors que l'Iran est un allié? À l'époque, Valéry Giscard d'Estaing a découvert que le Shah est atteint d'un cancer. Ses jours sont comptés et son régime semble condamné. Alors en janvier 1979, Giscard d'Estaing réunit plusieurs dirigeants occidentaux dont le président américain Jimmy Carter lors d'une conférence à la Guadeloupe. C'est donc à Saint-François, sur l'île de Grande-Terre, que les occidentaux décident d'abandonner le Shah et de soutenir l'hypothèse Khomeini. Ils sont encore loin d'imaginer les conséquences de ce choix. Quelques jours plus tard, le 1er février 1979, Rouhollah Khomeini quitte la France à bord d'un avion Air France affrété spécialement pour lui et rentre triomphalement à Téhéran. Avant de partir, il remercie officiellement la France pour l'hospitalité et la liberté d'expression dont il a bénéficié. À ce moment-là, beaucoup d'occidentaux pensent encore qu'il ne sera qu'une autorité morale, un vieux religieux capable d'influencer la politique iranienne sans réellement gouverner. Et pour comprendre cette erreur d'analyse, il faut se replacer dans le contexte de la guerre froide. Dans cette logique, l'islamisme est vu comme un rempart contre la gauche. Sauf que Khomeini a ses propres plans. La rupture avec l'Occident est totale. Le nouveau régime consolide son pouvoir et lance des purges contre ses opposants, notamment les communistes. En septembre 1980, l'Irak de Saddam Hussein envahit l'Iran pour renverser Khomeini. La France va soutenir Bagdad et devenir l'un des principaux fournisseurs d'armes, ce que les Iraniens vivent alors comme une trahison. Cette guerre, qui va durer 8 ans, consolide paradoxalement le pouvoir de Khomeini en mobilisant la population autour de la défense de la révolution. Mais le conflit se propage aussi ailleurs. L'Iran soutient le terrorisme. Le 23 novembre 1983, à Beyrouth, 2 attentats suicides frappent les quartiers généraux américains et français. 58 parachutistes français sont alors tués. C'est l'attentat du Drakkar. À partir de 1985, plusieurs Français sont pris en otage au Liban. En 1986, une vague d'attentats frappe Paris, faisant une vingtaine de morts et plus de 250 blessés. La demande est claire. L'Iran veut que la France cesse de soutenir l'armée irakienne. À la mort de Khomeini, en 1989, c'est Ali Khamenei qui lui succède à la tête du pays, qu'il va gouverner pendant 36 ans. Depuis les années 2000, les interventions occidentales au Moyen-Orient ont déstabilisé toute la région. L'Afghanistan, l'Irak, et pourtant, la même logique de guerre se répète aujourd'hui face à l'Iran. Que ce soit la dynastie Pahlavi ou l'ayatollah Khomeini, tous les régimes récents en Iran ont été installés avec la complicité occidentale. Et chaque fois, nous avons constaté les dégâts et remis une pièce dans la machine. Aujourd'hui, en tant que citoyens français, nous ne pouvons pas faire
comme si cette histoire ne nous concernait pas. On le voit, le conflit embrase déjà le Liban, ancien protectorat essentiel dans la stratégie néocoloniale française au Moyen-Orient. Emmanuel Macron est déjà en train de nous engager dans une guerre dont on peut deviner les conséquences. Chaque fois que nous sommes intervenus au Moyen-Orient, nous avons ouvert la porte du terrorisme, aussi bien dans les pays concernés que sur notre sol. Et ce terrorisme a ensuite été instrumentalisé pour stigmatiser les populations musulmanes de France et fracturer la société. Le cercle est vicieux et la question se pose, qu'est-ce que nous pouvons faire pour influencer le gouvernement français? Je n'ai pas de réponse simple, mais peut-être que la première étape consiste à écouter ce que disent les Iraniens et Iraniennes eux-mêmes. Ceux de la diaspora, mais aussi celles et ceux qui vivent encore dans le pays, sous les bombes, et qui se mobilisent depuis des mois, malgré la répression brutale, contre la République islamique, comme ils l'avaient fait contre le Shah, parce que leur avenir ne peut pas être décidé à Washington, à Tel Aviv ou à Paris. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur notre site histoirecrépue.fr et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!